Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet entretien exceptionnel avec le président Patrice Talon qui prend aujourd'hui la parole au cœur de ce qui ressemble à une tambouille préélectorale. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici dans l'un de vos bureaux du Palais de la Marina. Monsieur le Président, l'ambiance préélectorale, vous le savez, elle n'est pas des plus sereines, puisqu'il y a encore des partis politiques qui n'arrivent pas à satisfaire aux conditions prévues par les lois électorales. Comment appréciez-vous cette situation? Et puis, avec le recul, est-ce que la réforme du système partisan n'est pas un peu trop exigeante? Je dois vous avouer que la situation dans laquelle se trouve la dynamique électorale ne m'enchante pas du tout. Elle porte préjudice à l'image de notre pays. Mais pour autant, il n'y a pas lieu d'indexer la réforme du système partisan, encore moins le code électoral. Les infortunes qui s'observent chez les démocrates sont-elles la conséquence d'un code électoral trop contraignant ou résultent-elles d'une main cachée, en l'occurrence celle du président Talon? Comme je suis devenu le souffre-douleur du président Boni et le bouc émissaire idéal pour tout ce qui ne va pas chez les démocrates, que puis-je dire pour ne pas être condamné? Je suis le coupable idéal. Mais avant d'aller à l'échafaud, je vais vous dire à vous toute la vérité. Tout ce que j'essaye de couvrir depuis fort longtemps, en raison de ma charge et de la réserve que cela m'impose. En effet, depuis 2016, mon prédécesseur, le président Boni, s'emploie avec beaucoup d'énergie à faire échec à toutes les réformes, quelles qu'elles soient, et à l'action publique, quel que soit le secteur. Avant 2016, tout le monde priait pour une réforme du système partisan. Nous l'avons engagée et j'en suis fier. Elle consistait à encourager, voire contraindre, les partis politiques au regroupement. L'FCBE, qui était à l'entame de la réforme, je crois le parti le plus grand de la centaine de petits partis que comptait le Bénin, avait l'opportunité d'absorber un grand nombre de ces petits partis et de devenir un grand parti d'envergure nationale, pour peu qu'elle en ait la volonté. Mais comme c'est une réforme engagée par Patrice Talon, pas question. Pas question que cette réforme prospère, même si la FCBE devait en profiter. De même, l'appel de Patrice Talon à entrer en partenariat avec la FCBE et à accueillir des cadres FCBE dans la gouvernance politique et technique du pays a été refusé à tous ceux qui ont estimé le contraire et ont montré leur disponibilité à collaborer. Tout cela ont été bannis. Cette volonté du régime de la rupture d'associer toutes les compétences et bonnes volontés, quel que soit leur bord politique, à la construction du pays, s'est manifestée très tôt, et ce, dès la formation du premier gouvernement. C'est dans cette perspective d'ailleurs que M. Jean-Claude Oussou, membre du staff de campagne de Lionel Zissou, a été appelé au gouvernement en qualité de ministre de l'Énergie dès le lendemain de l'élection présidentielle. Beaucoup d'autres, en raison de leurs compétences techniques ou de leur leadership politique, ont été appelés pour servir le pays aux côtés de Patrice Talon, élu comme président de tous les Béninois et non comme président d'une partie des Béninois. Certains restés fidèles à la ligne du parti et de son chef, je parlais des FCBE, du président Yaya Boni, sont manifestement entrés en quasi-rébellion contre le nouveau régime, et ceux qui ont choisi de servir le pays à mes côtés ont été, comme je l'ai dit, purement et simplement bannis.
Ce sont ces deux phénomènes, refus d'adhérer aux réformes politiques et refus de toute collaboration avec le nouveau régime, qui ont conduit pratiquement à la scission des FCBE, puis à la création du parti Les Démocrates. Je résume. Et je peux vous dire que le point d'orgue de cette opposition radicale de principe a été atteint à l'occasion des élections de 2019. Mais de quoi s'est-il agi concrètement, Monsieur le Président? Mais vous n'avez pas manqué, en tant que Béninois, de suivre les événements, tout ce qui s'est passé au Parlement, puis à l'occasion de l'élection, avec les drames qui ont suivi. Souhaitez-vous que j'aille dans le détail? Allons-y, on veut bien comprendre, Monsieur le Président. Je crois que c'était en février 2019 que j'ai reçu ici au Palais l'ensemble des partis politiques représentés au Parlement. Parce que nous venons d'engager la réforme du système partisan. Les textes adoptés qui répondaient parfaitement à l'attente de tous avant 2016, ces textes ont commencé à être boudés par une partie de la classe politique, notamment l'FCBE d'alors. Et ils ont estimé que les nouveaux textes n'étaient pas convenables, trop rigides, et risquaient de ne pas les faire gagner des élections. Mais comme nous sommes au début du processus et qu'il fallait trouver un terrain d'entente, j'ai accepté que l'ensemble des acteurs politiques au Parlement se mettent ensemble pour trouver les textes qui, selon eux, permettraient à tout le monde d'aller aux élections sereinement, tout en engageant la réforme du système partisan. Ne pas rester au statu quo de notre passé connu, excusez-moi le terme, de pagaille politique, mais d'engager une réforme qui reste à la portée des uns et des autres. Des rencontres ont eu lieu au Parlement, sous la présidence de président Ongbedi, président de l'Assemblée à l'époque, et un consensus a été trouvé. L'ensemble de tous les acteurs représentés au Parlement ont abouti à un consensus. Et je crois que ce consensus a été consigné dans un document le 18 mars 2019. Ceux représentant l'opposition dans le comité sont allés voir le président Yaïboni pour lui présenter le consensus. Mais tenez-vous tranquille, le président Yaïboni a refusé que le consensus soit adopté, que les tests prévus pour être votés afin non seulement d'engager la réforme, mais de permettre à tout le monde d'y aller plutôt aisément. Ces tests ont été refusés par le président Boniaï, qui a dit aussi, ceux qui sont venus le rencontrer, que les choses n'ont qu'à rester en l'état. Que si l'élection ne doit pas avoir lieu, elle n'aura pas lieu. Et que nous verrons bien. La mort dans l'âme, ses propres représentants revenus au Parlement ont indiqué que, bien qu'ils aient travaillé au consensus, bien que les nouveaux tests devant être pris leur convenaient bien, mais que la ligne du parti ne permet pas d'avancer et de signer quoi que ce soit. Et encore moins de voter de nouveaux tests, puisqu'il était prévu que les tests changent. Je dois préciser que, à la suite des négociations au Parlement, tous les représentants de chaque camp, mouvance, opposition et consorts, comme je disais tout à l'heure, après avoir abouti au consensus, tous les représentants désignés avaient signé l'accord de consensus. Donc avant d'aller soumettre cela au président Yaïboni. C'est parce que celui-ci a refusé qu'il n'est pas question que le consensus soit mis en œuvre, qu'ils sont donc revenus et ont dénoncé leur propre signature. Ils l'ont dénié finalement. Ils l'ont dénié, après l'avoir signé. Cela, je tiens à le préciser parce que c'était pour tout le monde, il paraissait évident que ce consensus soit mis en œuvre. Ouais. C'est pour ça que je crois que les représentants de l'opposition n'ont même pas estimé nécessaire d'aller solliciter l'approbation du document avant de le signer. C'était évident pour eux parce que tout ce qu'ils ont demandé a été pris en compte. Pris en compte. Mais malheureusement, donc,
l'approbation du président Boniaï n'a pas été obtenue et ils sont revenus au Parlement pour dénier leur propre signature et se retirer de la salle. Et d'ailleurs, à la mise en œuvre des tests, je crois, je n'ai plus le bon souvenir des choses, toutes les fois cette question a été évoquée, ils sont carrément sortis de la salle. Alors, voter un nouveau test, il n'en avait rien à faire. Continuer avec les tests existants, pareil. Est-ce qu'il fallait bloquer le pays? S'arrêter là? On fait quoi? Avec le test existant ou de nouveaux tests, rien ne se fera. Le Parlement a continué avec les tests existants et nous sommes allés aux élections législatives 2019. Vous connaissez la suite. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu évoquer dans ces détails-là parce que je pense que, comme dit le président Aïmo lui-même, les intrigues du genre peuvent être gérées sans que l'opinion dans son ensemble ne découvre ces détails qui ne nous honorent pas, et encore moins un ancien président de la République. Mais je suis tenu à la fin de dire, que tout le monde m'entende, que ce qui s'est passé en 2019, c'est le président Aïmo qui a été le seul responsable. Il a empêché la tenue normale des élections, il a empêché les démocrates de participer aux élections, c'était l'FCBE à l'époque, parce qu'il a empêché que des tests consensuels soient mis en œuvre pour permettre une élection apaisée. Il a pratiquement empêché que les élections aient lieu dès l'adoption des tests au Parlement. J'ai assumé. J'ai été vu comme celui qui est à l'occasion, qui est à l'origine des violences électorales que nous avons connues. C'est mon rôle, je suis dans la charge, j'ai assumé. Mais ce qui se passe et qui continue de se passer ne peut pas me permettre de rester silencieux indéfiniment. Alors, je crois qu'à la suite de cet événement, nous avons eu droit à l'installation de ce Parlement qualifié de monocolore, la 8e législature. Donc, qui s'est installé sans la FCBE et qui a été qualifié de monocolore. Mais devrions-nous arrêter toutes les réformes en raison de cette situation? De l'opposition du président Boniaï, de faire partie du pays normal, ou bien fallait-il continuer à construire le pays en faisant les réformes, en espérant que la foi dont le président Boniaï se réclame finirait par l'assouplir. Nous prions tous et nous espérons chaque fois que le ciel nous accorde de faire de bonnes œuvres, de calmer nos pulsions, nos colères, pour qu'autour de nous, la vie soit confortable pour les uns et les autres. Et moi, j'ai espéré que cette foi finirait par avoir raison de la position du président Boniaï. Mais je crois que rien n'y fit. Nous avons donc décidé de ne pas arrêter le processus de mise en œuvre des réformes et nous sommes allés donc le plus loin possible pour rester dans la dynamique de l'aboutissement à un pays doté de grands partis politiques susceptibles de représenter toutes les régions du Bénin à l'occasion de chaque élection, que ce soit législative, communale ou présidentielle. Notre action, qui n'a pas manqué de continuer d'amadouer le président Boniaï et le FCBE d'alors, nous a amené à entamer, à convoquer un dialogue politique en octobre 2019. Alors l'intérêt de ce dialogue était de tourner la page de la non-participation des FCBE aux élections, de la violence qu'il y a eu, et qu'ensemble, nous repartions sur une nouvelle base avec des tests peut-être nouveaux, un peu réajustés. Disons que j'ai été constamment dans cette dynamique de rediscuter avec les uns et les autres, de trouver des compromis pour avancer. Presque tous les partis politiques existants au Bénin alors, en ce temps, qui ont été invités au dialogue, sont arrivés, y compris les FCBE. Je crois qu'à l'époque, il y avait une dizaine de partis convenablement enregistrés selon la charte des partis. Et
les FCBE ont participé au dialogue. Mais le fait d'avoir participé au dialogue, le président Boni a décidé d'exclure tous les cadres FCBE, les leaders FCBE qui sont venus au dialogue. Vous connaissez, vous avez suivi un peu ce qui s'est passé dans cette période-là. Bien sûr. Un processus a été engagé pour les exclure du parti. Oui. Je crois que c'était même allé en justice. Évidemment. Je crois que le président Boni n'a pas réussi à les exclure du parti. Et le parti devait rester dans son intégrité avec tout le monde. C'est ce qui a fait partie le président Boni avec certains et qui a donné lieu à la création des démocrates. Donc ce parti est né du fait de la participation des FCBE au dialogue politique. Il ne fallait pas que les FCBE participent à des échanges dits dialogue politique. Voilà la situation dans laquelle nous avons été jusqu'à la création des démocrates en 2020, je crois. Oui, 2020. Je crois. Puis le pays a continué son chemin jusqu'à l'avènement des élections législatives de 2023. Je passe les détails, ce qui s'est passé jusque-là. Mais je n'ai pas arrêté de faire le charme aux uns aux autres, de les amadouer, de les supplier même de venir et prendre le train en marche. Et en effet, les démocrates se sont résolus à participer enfin aux élections. Et ils ont été donc candidats aux élections de 2023, aux élections législatives. La suite, avec les mêmes lois, les mêmes tests, parce qu'on a réussi à les supplier, à les amadouer qu'on sort, ils sont allés aux élections et ils ont eu 28 députés avec les mêmes tests. À peine cet obstacle franchi, c'est-à-dire élection 2023 avec les nouveaux tests, que les prémices d'un contournement des dispositions mises en place ont commencé à apparaître ici et là, y compris dans mon propre camp. C'est-à-dire que après 1 an, 2 ans, 3 ans d'efforts, de sacrifices des uns des autres pour rester dans de grands ensembles et aller aux élections, je crois que nos démons nous ont rattrapés. Au sein de l'Union progressiste, le Renouveau, qui est un parti qui me soutient, les velléités de liberté ont commencé à s'exprimer, à se faire voir. Pareil au Bloc républicain. Et encore davantage chez les démocrates qui venaient à peine de se constituer, d'aller aux élections et d'avoir des députés. J'ai même reçu en son temps une partie des cadres, des personnalités non moins importantes des démocrates qui m'ont prié, que maintenant que ils sont tous au Parlement, qui m'ont prié de revoir les seuils fixés pour avoir accès au partage des sièges dans le code électoral. Cette demande, également, je l'ai entendue au sein des BR, au sein des UP. Le Renouveau. Alors vous comprenez quelle a été ma tristesse. Est-ce qu'il fallait revenir en arrière, baisser les seuils pour qu'à nouveau les partis s'éclatent? Parce qu'un seuil plus bas permettait à ces deux partis de se diviser en 2 ou 3. Et je l'ai dit même plusieurs fois ici, à l'occasion de certaines rencontres, je l'ai dit au président Boni quand il est venu me voir, j'ai dit, Monsieur le Président, si j'avais accepté de m'engager avec vous dans la révision du code électoral pour baisser les seuils, les démocrates auraient déjà explosé. Mais pas vous seul, UPR et BR. Dans ces conditions, vous comprenez pourquoi je suis resté droit dans mes bottes en essayant de convaincre les uns et les autres de bien vouloir rester là où ils sont, là où chacun se trouve, afin que nos sacrifices ne soient pas vains, puisqu'on serait retourné à la case départ. Voilà donc ce qui nous a amené à maintenir les tests, le code électoral, les tests actuels en l'état pour, je dirais, forcer la main aux uns aux autres de rester ensemble et même aller au-delà pour continuer les regroupements. Puis,
Arrive le moment présent. L'élection présidentielle et les élections législatives et communales de 2026 et patatras. Le code électoral actuel a certes placé la barre haut pour tout le monde, mais a surtout permis, voire recommandé à chacun d'être disposé, après les élections, à échanger avec les autres afin qu'ils ne se voient plus comme des ennemis. Car c'est ce qui se passe actuellement. Et cela ne doit pas continuer. Que veux-je dire par là? Vous observez que les échanges politiques, tout ce que fait le régime actuel et la réaction, les commentaires, l'opposition des partis dits d'opposition donnent l'impression que nous sommes dans un champ de bataille, sur un ring. Et ça, je l'ai dit une fois, on ne peut pas construire le pays quand on a l'impression qu'il y a une partie du pays contre une autre. Je suis à la fin de mon mandat et ce serait regrettable que je ne fasse rien pour que les choses changent. Ce n'est pas quelque chose qui m'a enchanté. C'est quelque chose dont j'ai souffert tout le temps. Et le moment est arrivé pour moi d'œuvrer à ce que, pour la suite, les choses ne se passent plus ainsi. Et je vais l'illustrer par un fait qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Ouais. Le vote du budget de l'État 2025. Quand le gouvernement a travaillé sur le projet de budget, le ministre des Finances est allé au Parlement rencontrer les divers groupes parlementaires, les diverses commissions, pour échanger sur l'articulation du budget et ses détails. Les démocrates, pour une fois, ont participé au débat et ont fait des observations pertinentes et ont suggéré des modifications et des amendements au projet de budget. Le ministre des Finances s'est employé à prendre en compte la quasi-totalité des observations et des recommandations des démocrates. C'était une belle occasion pour montrer que le pays est indivisible. Et je profite pour l'en féliciter à nouveau, mais toutes les gymnastiques possibles ont été faites pour que toutes les observations soient prises en compte et toutes les recommandations des démocrates soient intégrées au projet de budget. Le ministre est revenu au gouvernement, présenter la nouvelle mouture. Le gouvernement l'a approuvé entièrement dans son intégralité et a souhaité que le budget soit voté en l'état avec les nouvelles dispositions. Au vote, les démocrates ont fait exactement ce qu'ils ont l'habitude de faire, exactement le contraire de ce qu'ils ont souhaité. Quelques jours avant, ils ont voté contre le budget. Comment ça peut se comprendre? Et nous avons appris dans les coulisses que le compte rendu qui a été fait au président Yaya Boni pour solliciter son accord avant de voter le budget, que ce accord n'a pas été obtenu et que le président leur a interdit de voter le budget, bien que celui-ci ait pris en compte la quasi-totalité de leurs observations et recommandations. Ce n'est pas acceptable. Et vous voulez que, passant la main, je ne sais pas à qui, que je ne recommande pas que le pays continue ainsi. On a l'impression que la compétition politique s'exerce dans une adversité éternelle. Qu'après les élections, les partis ayant été en course deviennent des ennemis. Mais ça ne se passe nulle part comme ça. C'est vrai. Cela arrive quelquefois dans quelques endroits du monde. Mais pour un pays où tout est à construire, le consensus est indispensable pour non seulement faire les efforts nécessaires, engager nos populations dans les efforts, présenter aux partenaires de développement que nous sommes, nous voyons tous le développement du pays comme un impératif et que nos guerres ne sont pas de nature à empêcher les grandes actions et notamment un budget. Vous voyez ce qui se passe en France.
La France peut se permettre de ne pas avoir un budget. Le pays est grand. L'industrie, le commerce fonctionnent parfaitement sans l'État. Et l'État n'est pas le principal acteur économique. Au Bénin, la paralysie de l'État serait une catastrophe. Donc on ne peut pas. Pendant qu'ailleurs, les gens s'entendent, qu'ils soient de bords différents, pour travailler ensemble, pour trouver un consensus, on ne peut pas ici, même si un consensus est trouvé, dire que nous sommes des ennemis et dire qu'il faut que le pays soit bloqué, paralysé, pour peut-être qu'il y ait des élections anticipées, ou qu'il y ait des coups d'État, ou qu'il y ait je ne sais pas quoi. C'est malheureux. Et je prie tous les dieux pour que l'avenir du Bénin ne se conjugue plus en de tels combats politiques et autres, en de telles dynamiques de confrontation éternelle. Et c'est bien pour ça que je suis aujourd'hui favorable à ce que nos tests, le code électoral et autres, obligent les gens, certes à aller en compétition, mais à travailler après ensemble pour l'intérêt national. Et je l'ai dit aux jeunes que j'ai rencontrés il n'y a pas longtemps ici au Palais. Il dit, mais qu'est-ce qui oppose UP-BR? Qu'est-ce qui oppose UP-BR et les démocrates? Qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Si ce n'est des questions de feeling. Nous avons les mêmes besoins d'eau, d'électricité, de routes, d'emploi, de bonne santé, d'éducation. Et ces choses-là ne relèvent pas d'une idéologie. On peut aller à la compétition, mais on peut travailler ensemble. Et le monde va ainsi. Regardez en Allemagne. Nous avons vu pendant longtemps que la CDU et le FDP, je crois, qui ont souvent des partis challengers, qui se challengent, qui vont aux élections ensemble, c'est-à-dire les uns contre les autres, une fois les élections finies, ils se mettent ensemble pour gérer le pays. Et chacun apporte sa pierre à la réflexion, chacun apporte sa contribution à la définition de la politique nationale. Et on peut observer qu'à la suite de ça, la même CDU avec le SPD, pareil. Partout dans le monde aujourd'hui, regardez en Europe, on observe bien que les populations ont beaucoup évolué, les peuples ont évolué, la dynamique démocratique a évolué, les libertés ont évolué. Donc, il n'est plus convenable qu'un seul camp dise qu'il détient la vérité et qu'il s'impose aux autres. Il faut mettre les vérités ensemble pour construire un pays. Mais mettre les vérités ensemble requiert dans un système démocratique que d'abord les vérités se confondent dans les urnes. Une fois que l'un a gagné, parfois on peut gagner une élection à une voix près. 49,42% peuvent perdre au profit de quelqu'un, d'un groupe qui a fait 51,01%. Ça ne veut pas dire que les 49% ont tort. Non, il faut que pour construire le pays, les responsables, les divers leaders se mettent ensemble d'une certaine façon pour définir la conduite du pays, chacun dans son rôle, chacun dans son couloir, chacun selon ses compétences. C'est bien cela, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, mais demain, après les élections, si les démocrates gagnent, pourquoi ils ne travailleraient pas avec l'FCBE? Pourquoi pas aussi avec peut-être UP-BR? Que si le BR gagne les élections, UP, pourquoi ils ne travailleraient pas avec les démocrates, soit au Parlement, soit même dans un même gouvernement? Moi, j'ai fait ça. C'est des choses qui peuvent arriver si, pour autant que les uns veuillent bien le faire. Le code actuel prescrit cela. Est-ce que c'est mauvais que notre code électoral demande aux partis candidats de dire s'ils ont l'intention, après les élections, d'échanger, de collaborer pour la gouvernance du pays? Et si vous le dites, vous avez un bonus. C'est-à-dire les partis politiques qui disent, après les élections législatives, après les élections communales, après les élections de manière générale, même, nous sommes capables de travailler ensemble, ils ont un bonus. Et le bonus, c'est que pour les législatives, les 20% qui sont exigés par circonscription électorale, on vous permet de les sommer ensemble. Même si vous n'avez que 10% dans une circonscription, dès lors que vous dites, je suis prêt à travailler, à discuter au Parlement avec un autre groupe qui a 12%, eh bien, vous bénéficiez de ces 12%. C'est une technique pour amener les gens à commencer à se parler. C'est tout. Et bien, ce code-là, on l'attaque.
Tout le monde est en train de signer des accords de gouvernance et parlementaire. Mais les démocrates ont refusé. Le président Yaïboni a refusé que les démocrates signent un quelconque accord avec qui que ce soit, y compris la FCBE. La FCBE est une partie d'opposition, même modérée. C'est un parti d'opposition. Si les démocrates avaient signé avec la FCBE un accord de gouvernance et d'accord parlementaire, le duo candidat à l'élection présidentielle des démocrates ne serait pas tombé. Malgré la défection d'un de leurs. Oui. Parce que la FCBE dispose, je crois, de 6 ou 7 ou combien de parrainages. Les parrainages de la FCBE auraient permis aux démocrates d'être présents aux élections. Donc ils ont choisi de marcher sur la corde raide, sur le fil du rasoir. Ils se sentent si forts, c'est très bien. Mais en ce moment, quand on a choisi de marcher sur un fil et qu'on tombe, il ne faut pas chercher les boucs émissaires ailleurs. Je suis malheureux de le dire et de le répéter. Je suis malheureux que les démocrates n'aient pas les élections présidentielles. Ils avaient la possibilité de le faire. Ils pouvaient signer un accord avec l'FCBE. Et moi, j'ai demandé même à l'UP et au BR de rester disposés à signer avec les démocrates un partenariat ou un accord de gouvernance. Si je l'ai dit publiquement, devant le peuple, avec les jeunes, c'est parce que c'est ma consigne. Et je l'ai dit pour que les cadres des deux partis UPBR entendent publiquement que le président de la République, qui est aujourd'hui le chef de la majorité, souhaite que UPBR puisse signer avec n'importe quel autre parti, compris la démocrate. Je l'ai dit publiquement. Qu'est-ce qui, honnêtement, pourquoi Yaïboni ne peut pas accepter de signer un accord avec ceux-ci et dire que si vous gagnez ou si je gagne, nous pouvons travailler ensemble. Mais cette déclaration ne veut pas dire qu'ils ont l'obligation demain de nommer des ministres de parti. Non. C'est juste l'intention. À la limite, même ils peuvent ne pas le respecter plus tard. Mais ce serait bien que le peuple entende, qu'eux-mêmes se disent, travailler ensemble n'est pas un problème quand on est dans le même pays. C'est tout ce que voulait le Code. Et cela leur aurait permis, cette déclaration d'intention leur aurait permis aujourd'hui d'être candidat au présidentiel. Si vous permettez, allez-y, monsieur le président. L'élection législative arrive bientôt. Ouais. Le Code dit qu'à défaut d'accord de gouvernance, à défaut d'accord parlementaire, ouais, chaque liste, chaque parti devra réaliser 20% de suffrages, obtenir 20% de suffrages dans chacune des 24 circonscriptions législatives. Aujourd'hui, aucun parti n'est en mesure de le faire. Peut-être que demain, ils le feront. Ni UP, ni BR, ni FCBE, ni MOEL, ni RN, même les démocrates, en tout cas, ils ne l'ont pas. Je ne sais pas s'ils y parviendront. Nous voulons y arriver là. Nous voulons y arriver. Que demain, nos partis soient d'envergure pour pouvoir être représentatifs partout. Et que partout dans le Bénin, les gens se sentent concernés par l'action d'un parti, le pouvoir d'un parti. Même si le parti n'est pas majoritaire partout, que le parti soit suffisamment présent partout. Comme on n'y est pas encore, et que nous demandons aux gens de se regrouper pour y arriver, mais en attendant d'y être, on demande aux gens de faire des déclarations d'intention. Rien que ça. Que les démocrates disent, je pourrais travailler avec les BR après les élections. En quoi vraiment? C'est noble comme intention. Oui. Ça peut les influencer demain à être un peu disponibles. Mais en quoi c'est une contrainte? Oui, et cela leur aurait permis bientôt d'aller aux élections législatives sans être soumis à la satisfaction de ces 20% exigés. Et ils pourront avoir peut-être 50%, 60% du Parlement. Peut-être qu'ils auront 80 députés sur 109, rien qu'avec cette déclaration d'intention. Moi, je fais tout pour amener les uns les autres à travailler ensemble, à ne plus être des ennemis, au moins à déclarer leur intention de non-agression. Oui, vous parlez si bien d'intention de non-agression, mais croyez-vous vraiment à la viabilité de ces alliances entre des partis qui aujourd'hui sont d'obédiences différentes? Mais vous voyez bien que les obédiences ne sont pas forcément liées à des idéologies
de gouvernance politique. Quand on a tout, on a déjà les fondamentaux, on a l'école, la santé, les routes, l'eau, l'électricité, assez d'emplois, on peut parler d'obédience politique, en réalité liée à la vision. Mais aujourd'hui, nos populations demandent aux uns aux autres le minimum, comment je vais dire ça, le minimum de survie. Donc les gens sont dans des divers camps par affinité. C'est tout. Mais je vous ai dit, qu'est-ce qui différencie le PR du bloc républicain? C'est un camp d'affinité. Qu'est-ce qui fait que les démocrates ne sont pas ont quitté la FCBE? Pourquoi à l'époque les FCBE Yaïboni ne sont pas venus avec moi? Parce qu'il y a un problème à Yaïboni et à Patrice Talon. Le seul problème que les FCBE ont eu dans le passé, quand ils étaient dirigés par Yaïboni, le seul problème que les démocrates ont aujourd'hui, dirigés par Beni Yahi, c'est parce qu'il y a un problème entre Patrice Talon et Yaïboni. La guerre entre mon ami, mon grand frère, l'ancien président et moi, est en train de pourrir l'environnement politique au Bénin. Même l'environnement social. En train de pourrir même la paix et la quiétude, la concorde. C'est dommage. Vivement les élections de 2026 pour que nous quittions la scène politique. Je voudrais tant. Vous le souhaitez? Ah oui, que lui et moi, on quitte la scène politique. Ça c'est peut-être vous, mais peut-être pas lui. Mais je voudrais qu'il quitte aussi la scène politique. Quand à la limite, on se retrouve dans un conseil de sages pour donner des conseils aux gens, pour faire des arbitrages. Le Sénat voulait vous dire? Mais pourquoi pas? Je ne sais pas quel nom ça va s'appeler, mais il serait bien que nous quittions la scène politique. Notre relation nuit au Bénin. Moi, je fais tout pour qu'il en soit, que ce soit différent, que ce ne soit plus ainsi, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je suis pressé que le terme de mandat arrive pour que les Béninois vivent autre chose en dehors de Talon et de Yaïboni. Vous savez, en 1990, à la conférence nationale, pourquoi les conférenciers ont mis la limite d'âge aux élections présidentielles, 70 ans? Pourquoi? Ça a été affirmé. Les anciens présidents que le Bénin a connus jadis, Maga, Arouma Negbe, Apiti, Zissou, ont pourri la vie aux Béninois par la compétition politique, par la guerre de leadership. À la conférence, paix à l'âme d'Apiti, Apiti n'y était plus, mais il restait encore 3. Maga, Arouma Negbe, Zissou. Presque à l'unanimité, sauf les 3. Les confédérations ont décidé de les mettre à l'écart, de les mettre au repos, de leur interdire d'être candidats. C'est ça aussi, les lois des pays sont faites pour régler les problèmes qui se posent au pays. Moi, je demanderais bien au Béninois, au Parlement, de voter une loi constitutionnelle pour interdire à Talon, à Yaïboni et à Soglo de faire de la politique. Qu'on aille passer nos vacances au village. Votre retraite plutôt. Mais ça devient impératif pour le Bénin. Et je vous le promets. Si les Béninois apprennent à nous oublier demain, les choses changeront très vite dans le pays. Plus vite qu'on le pense. Alors, une dernière question, monsieur le Président. Vous permettez, est-ce que vous pensez que les frondeurs LD aujourd'hui pourraient atterrir aux côtés des partis de la mouvance? Mais beaucoup d'entre eux sont demandeurs. Ah oui. Beaucoup de démocrates sont demandeurs. Quand le président Boni est venu me voir ici au palais il y a quelques jours, il m'a demandé, mais il faut faire quelque chose pour que le duo soit réhabilité. Mais je lui ai dit, je ne suis pas fait de miracle. C'est trop tard. Vous le saviez ça. Pourquoi vous n'avez pas voulu le faire plus tôt? Pourquoi vous n'avez pas voulu faire un accord avec les FCBE, ni avec BR, ni UP? Mais il m'a dit, oui, d'accord, c'est trop tard, mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je dit, monsieur le Président, dites-moi, s'il y a un moyen de le faire, je le ferai. Mais je ne trouve pas comment revenir en arrière. Il souhaitait quoi? Annuler le processus. Il faut repartir. Mais ce n'est pas bien. Il ne faut pas que leur intransigeance, leurs erreurs amènent le pays à faire du n'importe quoi. Donc j'ai dit, monsieur le Président, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux rien faire, je ne vois pas ce que je peux faire pour ramener le processus en arrière afin que Maître Agbodjo et l'Odjo soient à nouveau éligibles. Je ne sais pas ce que je peux faire. Si vous trouvez quelque chose à me conseiller qui est dans mes cordes, je le ferai. Mais quelque chose de réaliste.
puis nous avons parlé de législative. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, attention. Ce que vous avez fait, ne continuez pas, parce que si jamais il y a un malheur aux législatives, vous serez seul responsable. Vous n'allez pas chercher encore talon si jamais les élections législatives se passent mal et que les démocrates ne sont pas au Parlement. Parce que le risque de ne pas au Parlement guette tout le monde. Tous ceux qui veulent aller aux élections tout seuls, ils sont guettés par ce risque-là. Et si ça arrive, il m'a dit, le président Bouniaï, j'ai entendu dire que j'ai dit que je veux que tout le monde aille au BR ou à l'UP. Mais ce que je lui ai dit, c'est simplement que les uns et les autres discutent, que les démocrates peuvent discuter avec UPBR, mais discuter avec CBE pour faire une déclaration d'intention, d'amour. Même si l'amour ne se consomme pas après, parfois la déclaration peut suffire. Pour qu'il n'y ait pas ce risque-là. Il est parti d'ici en me disant qu'il me reviendrait là-dessus et qu'au besoin, je pourrais aider à ce que les UPBR acceptent de le faire. Le débat a eu lieu chez les démocrates au lendemain de son arrivée ici. Le débat a eu lieu. Certains ont dit « Alléluia, il faut le faire ». D'autres ont dit non. Et in fine, le président Bouniaï lui-même a dit non. Nous aurons les élections dans ces conditions, quelles que soient les conséquences que ça va générer. Et nous verrons bien après ce qui va se passer. Mais alors il ne se passera rien du tout. Si les démocrates décident d'aller aux élections dans ces conditions, il ne se passera rien du tout. Je vais prier simplement pour qu'ils gagnent, qu'ils enlèvent des sièges pour que le pays retrouve son calme comme d'habitude. Un mot, Monsieur le Président, pour conclure cet entretien. Mais je voudrais conclure cet entretien avec vous et vous interpeller vous-même en tant que Béninois, juste pour dire qu'il faut préserver la concorde, l'unité. Et il faut que chaque personne, chaque leader, chaque Béninois qui, dans sa vie sur cette terre, finit d'accomplir sa mission, un rôle donné pendant un temps, qu'il veuille que ceux qui vont le succéder, quelles que soient les conditions, puissent réussir pour l'intérêt général. Que celui qui part ne souhaite pas le chaos après lui. Je veux dire que la compétition politique ne doit pas se faire au détriment du pays. Malgré nos déceptions, malgré nos divergences, il ne faut pas que nous soyons ennemis au point de compromettre l'intérêt général. Moi, j'en ai donné le signal. J'ai travaillé avec des FCBE au lendemain de mon arrivée à la fonction. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de le faire. L'ancien Premier ministre Zinsou, qui a été mon challenger aux élections de 2016. Aujourd'hui, il travaille avec le Bénin, il travaille pour le Bénin. Il fait des choses extraordinaires. Moi, je suis admiratif de ce qu'il fait. Il nous accompagne beaucoup, il nous aide beaucoup. Il aime son pays. Moi, j'ai pu, en 2016, même mal juger sa capacité à se donner pour le Bénin. Et j'observe, il n'est pas président, mais il fait des choses extraordinaires pour le Bénin. Et ça, vous voyez, s'il avait suivi Yaïboni, il nous aurait privés de ses compétences. Il nous aurait privés de tout ce qu'il nous apporte dans le succès de notre action. C'est ce que je voudrais que chacun fasse. Qu'on soit d'un bord ou de l'autre. Quand c'est le pays, on peut servir le Bénin. On peut ne pas être d'accord avec talent, Patrice. On peut ne pas être d'accord avec la rupture. Il ne faut pas saboter le Bénin. Il y a un monsieur qui fait des posts sur les réseaux sociaux, qui est un poulain du président Yaïboni, un projet démocrate. Protéger un poulain, je sais de quoi je parle, de Yaïboni, qui raconte sur les réseaux sociaux que nul ne doit aller investir au Bénin. N'allez pas au Bénin, vous serez escroqués, vous serez broyés, vous serez mis en prison. Les Béninois sont des voleurs, ils vont vous voler, ils vont vous escroquer. L'État même du Bénin va vous escroquer aussi, vous serez broyés. C'est un Béninois qui est un des sympathisants démocrates, un proche du président Yaïboni, qui dit de pareilles choses sur les réseaux sociaux. Mais j'aurais voulu dire au président, mais dites-lui d'arrêter, c'est pas bien, parce qu'il ne porte pas préjudice à talon, c'est le Bénin. Il dit aux gens de ne pas venir au Bénin, n'allez jamais au Bénin. Alors, quand je vais partir, il dira quoi? Ah bon, le diable est parti, maintenant vous pouvez aller au Bénin. Mais il aura impacté négativement le Bénin. Il n'aime pas le Bénin négativement.
Quand le président est venu me voir il y a quelques jours, permettez que j'aille de conclure. Il y a des web activistes qui sont dans la même dynamique, qui seraient en détention aujourd'hui. Par exemple, Ben Yahi m'a prié de faire quelque chose pour les libérer. J'ai dit, mais je fais quoi, monsieur le président? C'est la justice je ne commande pas la justice en cette matière. Il me dit, non, faites quelque chose parce que quand ils vont sortir, ils ne recommenceront plus. Je dis, ah bon, président, vous pouvez en jurer? Il m'a dit oui. Et c'est alors que je lui ai dit, ah bon, non, vous êtes commanditaire. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, je veux donner un mot de fin pour exhorter les uns les autres, exhorter les démocrates à être disposés à tout, disposés à ouvrir. Et je veux interpeller surtout ceux que j'ai vus démissionner des démocrates. C'est malheureux qu'ils aient démissionné. C'est dommage. Mais j'ai entendu qu'ils ont un idéal et qu'ils ne veulent plus continuer à prêcher dans le désert. Et ça, moi, ça m'a touché. Et j'ai ici un message pour eux. C'est que si leur idéal ne peut pas prospérer dans le groupe politique actuel et qu'ils sortent de ce groupe-là, il ne faut pas que leur idéal meure. Il faut qu'ils continuent de le promouvoir. Mais le meilleur moyen de promouvoir un idéal politique, c'est d'être un acteur politique. Et c'est pour ça que, sans état d'âme, je vais inviter le ministre d'État Wadaye, candidat aux élections présidentielles. Je vais inviter l'Union progressiste de Renouveau. Je vais inviter le Bloc républicain, Moël Béné, RN, pour les rencontrer, discuter avec eux et leur permettre même de s'exprimer leur idéal dans un cercle plus large. Parce que ce que je prône depuis, c'est d'ouvrir le champ des discussions politiques, d'ouvrir les cercles de rassemblement politique. Et il ne faut pas les laisser en rade, parce qu'ils n'ont pas trouvé bonheur là où ils sont. Mais ils sont des acteurs politiques, ils continuent de vouloir défendre un idéal, il ne faut pas les laisser en rade. Je serai heureux de les voir, discuter avec. Et je voudrais également que d'autres démocrates qui sont encore dans le parti influencent le président Boni Yahi, influencent les faucons du parti pour qu'ils ouvrent des discussions avec les FCBE, avec BA, avec UP, pour que les compétitions électorales ne fassent pas de nous des ennemis. Et ça, telle est ma prière. Et je vais, demain ces jours-ci, agir pour ça. Je veux le ministre Wadaye, je lui dirai qu'il doit le faire. Je veux le président Djogbenou, Biochane, Ayadji et Mme Prunesio, je vais leur dire qu'il faut aller parler avec ceux qui ne pas trouver leur bonheur et qui sont sortis pour que le Bénin continue de rassembler ses fils qui ont de la vocation politique pour travailler ensemble pour le Bénin. C'est ma volonté, c'est ma prière. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Merci à toutes et à tous. À très vite.